Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de IJC, le podcast. Ce podcast, vous le savez, est diffusé les lundis, mercredis et vendredis sur toutes les plateformes intelligentes. Je m'appelle Israël Jackie Cantave. Voici l'épisode d'aujourd'hui. Incroyable, impensable, mais en même temps irrésistible. Extraire des débris la force de pouvoir tout recommencer. Cette phrase, tirée du livre de Michael Ferrier, Fukushima, récit d'un désastre, peut à elle seule résumer le tremblement de terre qui a frappé Haïti. Nous sommes le mardi 12 janvier 2010, les 3 heures de l'après-midi. Je suis à la rue Chavannes, comme d'habitude, dans les locaux de Radio Caraïbe. Au 3e étage, je mets la dernière touche au décor du plateau télé où j'allais recevoir 3 écrivains, dont Dany Laferrière, dans le cadre du Festival international 4 chemins. L'émission était planifiée pour 6h PM. J'arrive, comme chaque après-midi. C'était, il faut dire, une émission exceptionnelle parce qu'on n'avait pas vraiment... la télé était en phase de début. On n'avait pas vraiment de programmation pour la télé. Mais à chaque fois qu'il y avait des événements, Patrick Moussignac, DG, choisissait quelqu'un en fonction de l'événement pour présenter cet événement-là. Et ce mardi 12 janvier 2010, je devais, dans le cadre du festival 4 chemins, recevoir 3 écrivains étrangers qui étaient de passage en Haïti. Et parmi ces écrivains, il y avait aussi Dany Laferrière en 4e. Donc, dans le cadre de ce festival que je devais présenter, dans le cadre de cette émission que je devais présenter. Donc, le décor était planté. On était en train de préparer le plateau pour la réalisation. J'étais avec 2 caméramans et puis avec, je pense que c'était Alphonse qui était là, avec Gonzalez. Donc, on allait préparer le plateau pour recevoir les écrivains qui devaient venir vers 6 heures. Ce qui se passe, c'est que je descends, je vais chercher une carafe d'eau pour mettre sur les tables avec des verres pour que les invités puissent s'abreuver au moment de cette émission. Et je passe un petit moment avec Ghislaine, on machin de fritaille qui était toujours dans rue Chavannes, exactement à Boradioua. Et puis, napé, blague un peu, en attendant que monter avec carafe d'eau comme taptant. Et puis, je monte avec ma carafe d'eau, je place la carafe au milieu de la table. C'était une petite table de salon. On avait une grande chaise sur laquelle je devais m'asseoir. Et puis, il y avait 4 autres chaises de salon pour recevoir les invités. Et puis, 4h15, mon plateau est prêt. Mon décor est planté. Et puis, je décide de descendre au 2e étage pour aller voir Brega qui, lui, à ce moment-là, présentait son émission Canal Musical. Mais généralement, Breg, lui, quand il présente son émission, il y a toujours une bouteille de vin qui traîne quelque part. Et je lui dis, écoute, moi, je descends, je vais prendre un verre de vin avec toi avant même que l'on ne commence l'émission. Et puis, je descends. Je suis avec lui au studio, en train de faire son émission. Chaque fois qu'il lance une musique, on en profite pour discuter. Et puis, on trinque un verre de vin. Et 4h45, 1,
secousse. Et là, panique totale, mais vraiment panique totale. On ne sait plus où on est. La salle des nouvelles qui était juste à côté du studio où Aubreg présentait son émission était en train de se vider. Les journalistes, Youn a passé sous l'autre, courir descendre l'escalier pour joindre Youn en bas. Et en plus, il y en a qui, et c'est le cas de le dire, étaient plus choqués, d'autant qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Moi, j'ai eu cette chance parce qu'en fait, comme j'étais en France, et au détour d'un voyage en Guadeloupe ou en Martinique, je me souviens plus, j'ai participé à une espèce d'exercice de simulation par rapport au tremblement de terre. Et automatiquement, je me suis dit qu'il s'agit d'un tremblement de terre et je me suis planqué en dessous du tableau de bord qui servait à Breger Anderson pour pouvoir changer, etc., animer son émission, mixer son émission. Donc, je me trouvais en dessous du tableau de bord pour essayer de me protéger. Puis après, quand la première grande secousse est passée, on est descendu. Mais je vous décris pas ce que j'ai vu quand je suis descendu à la rue Chavannes. Complètement blanc de nuages. La rue était complètement blanche de nuages. Des nuages de poussière. Et c'est là que j'ai vu Bruce Vance, Masséna Desmondes, un bon ami qui était un collaborateur aussi à la radio, qui arrive vers moi et qui me dit: Jackie, qu'est-ce qui vient de se passer? Je lui dis que c'est un tremblement de terre. Et à ce moment-là, il avait sa copine qui était à quelques pas de là, à la rue Capois, une espèce de studio où elle devait se coiffer. Et il me demande de l'accompagner pour aller chercher sa copine. On est parti. Et quand on est arrivé, on a vu l'emplacement du studio, mais il n'y avait pas de studio. Tout était effondré. Et là, je vous laisse imaginer mon ami qui ne pouvait même pas se tenir debout. Donc moi, j'essayais tant bien que mal de le consoler. Mais moi, j'avais aussi ma préoccupation à l'époque, puisque ma femme, à l'époque, et mes 2 enfants, mes 2 garçons, venaient d'arriver de Paris il y a quelques mois, même pas un an, et ils habitaient à Paco. Et donc, moi, il fallait que j'aille voir ce qui s'est passé. En plus, ils étaient au 2e étage d'une maison à Paco. Donc, j'ai été obligé de laisser mon ami, Masséna, et de courir, prendre ma voiture pour monter à Paco et pour aller voir ce qui se passait avec ma famille. Je longeais la rue Docteur Audin, tout près du ministère de l'Éducation nationale, pour pouvoir passer tout près de l'église Sacré-Cœur afin de me rendre à Paco. Ma surprise, en longeant la rue Docteur Audin, de voir des voitures dont les moteurs étaient encore en marche, des voitures où il y avait personne. Les gens courent en laissant leur voiture, les gens s'enfuient. Il n'y avait rien qui était beaucoup plus précieux à ce moment-là que la vie des gens. Je longe la rue Docteur Audin, mais au fur et à mesure que je m'approche de Paco, j'ai envie de m'approcher, mais en même temps, j'en ai pas envie parce que je me dis, si c'est pour y aller et voir que la maison s'est effondrée, vaut même pas que j'y aille. Mais il fallait y aller pour m'assurer soit qu'ils allaient bien,
soit qu'ils étaient plus. Je monte, Turgot, Sacré-Cœur, je tourne à droite, je continue, Paco, et j'arrive devant la maison. La maison a tenu, et j'ai vu ma femme et mes 2 enfants là, dehors, qui m'attendaient sur la cour. Voilà, je suis soulagé. Je suis arrivé. Mon 2e garçon, qui à cette époque-là n'avait que... on est en janvier, donc il est né en juin, n'avait que 1 an et 7 mois. Et ben, je me suis dit que il ne devait rien comprendre. Et évidemment, il a rien compris. Il se demandait qu'est-ce qui venait de se passer. Même mon premier, qui en 2010 avait déjà 8 ans, ne comprenait pas vraiment ce qui s'est passé parce que c'est la première fois qu'ils ont vécu un tel événement. Moi aussi, c'est la première fois que j'ai vécu un tremblement de terre. Et pourtant, nous sommes dans un pays, nous sommes sur une île qui a déjà subi des tremblements de terre majeurs, mais j'ai jamais entendu parler de ça, à la fois à l'école, encore moins à l'université. Donc, vous comprenez, si moi, qui considérais à cette époque-là que j'étais quelqu'un d'instruit, j'étais quelqu'un d'avisé, j'étais pas au courant, je savais pas à quoi semblait un tremblement de terre déjà, mais je savais surtout pas qu'il y avait un risque qu'Haïti soit touché par un tremblement de terre. Donc je vous laisse imaginer les gens qui ne sont pas avisés, qui n'écoutent pas la radio, qui ne regardent pas la télé, qui ne lisent pas les journaux. Donc, j'imagine le choc, ça a été pour ces gens-là de découvrir un tremblement de terre et de ne pas savoir quoi faire. Parce que c'était ça, le tremblement de terre. C'était l'impuissance des gens par rapport à cette catastrophe naturelle, par rapport à un événement qui vient de se produire, dont on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants, on ne sait pas comment réagir. Il y en a qui étaient à l'intérieur des maisons qui sont sortis, il y en a qui étaient à l'extérieur qui sont entrés. Donc, on savait pas quel comportement adopter par rapport à cet événement. Je suis arrivé, je suis resté un petit peu avec ma famille, mais le devoir m'appelait. J'étais journaliste et je devais sortir pour aller couvrir cet événement-là. Je suis sorti, j'ai retrouvé des collègues journalistes, Vancol Osnel, et mes collègues de Caraïbes aussi. Donc, on a parcouru un peu les rues pour voir qu'est-ce qu'a fait ce tremblement de terre. Et là, les images étaient apocalyptiques. Mais vraiment apocalyptiques. On a longé un peu la rue à côté du Palais National. Le Palais National était tombé. Les grands bâtiments administratifs qui étaient non loin du palais étaient eux aussi effondrés. Mais ce qui m'a beaucoup plus surpris et ce qui m'a choqué, c'est les gens qui allaient, venaient, mais savaient pas où aller, ils savaient pas où aller, mais les gens marchaient. Puis après, il y a eu toutes sortes de rumeurs dans cette soirée du mardi 12 janvier 2010. Des rumeurs de tsunami, des gens qui ont vu de l'eau monter et d'autres gens qui étaient
les uns plus ignorants que les autres par rapport à cet événement qu'est le tremblement de terre, qui sont partis en courant, on était tous abasourdis, on savait pas comment réagir par rapport à cet événement. Le lendemain matin, on a découvert le cauchemar que ça a été. On a commencé à compter, on a commencé à découvrir des cadavres, on a commencé à organiser les secours. La République dominicaine a envoyé des gens, des secouristes. La France, les États-Unis, toute la communauté internationale s'est mobilisée. Et donc, on a commencé à compter les morts. J'ai eu la chance, à cette époque-là, de travailler aux côtés de Jude Célestin, au CNE. Et c'est là que j'ai compris les chiffres. On parlait de 300 000 blessés, de 220 000 morts. Mais moi, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup plus. Il y a des familles qui ont enterré les leurs sans que le décompte ne soit fait. Et nous, au CNE, au Centre national des équipements, on a dû mettre en place des camions à Ben pour ramasser les cadavres, et on a dû fouiller à la va-vite une espèce d'immense cratère, un gros trou au niveau de Titanien pour aller jeter les cadavres. C'était vraiment un cauchemar. Ce tremblement de terre, ça a été l'un des plus gros événements que j'ai dû couvrir en tant que journaliste. Plus tard, j'ai dû aider, guider, orienter un certain nombre de sauveteurs français qui étaient venus pour essayer de secourir le maximum de gens possible. Et dans ce tremblement de terre, il y a des histoires abracadabrantesques. Il y a des événements un peu incompréhensibles. Je me suis souvenu de deux événements qui m'ont marqué, moi. On était à Carrefourfeuille avec les secouristes français en train de déblayer un bâtiment non loin de cette église catholique à Carrefourfeuille. Ça faisait déjà 7 jours qu'on était dans cette maison en train de déblayer. Et au bout de ce 7e jour, aux alentours de 5-6 heures de l'après-midi, les sauveteurs ont retiré sain et sauf une petite fille de 9 ans. Et ça a été un bel événement. Ça a été une explosion de joie, tu vois. Dans ces moments-là, tu te dis que parce que moi, à un certain moment, je me demandais, mais quand même, 7 jours, on va rien trouver, on va rien trouver de vivant. Mais les sauveteurs avaient confiance, ils avaient foi, et ils ont trouvé cette petite fille de 9 ans qui est sortie toute seule, un peu ébahie, un peu hagarde comme ça, mais qui est sortie toute seule et qui savait même pas où elle se trouvait, qui était un peu perdue parce que ça faisait 7 jours qu'elle avait pas vu le jour. Donc pour moi, ça a été un événement exceptionnel. Un autre événement qui a été pour moi extraordinaire, mais dans l'autre sens, c'est que dans l'appartement où j'étais à Paco, il y avait un député
qui était député à l'époque. Et lui, on était voisins. Il avait un chauffeur et son chauffeur habitait rue El Alert. Et son chauffeur avait une femme qui avait un bébé. 2 jours après le tremblement de terre, soit le jeudi 14 janvier 2010, on est allé à la rue El Alert pour essayer de déblayer cette maison, la maison du chauffeur, parce que sa femme se trouvait dans la décombre. Et sa femme, il parlait à sa femme chaque jour, et sa femme, au moment où la maison s'est effondrée, était en train d'allaiter le bébé. Donc, le bébé se trouvait dans son sein. Elle l'allaitait et la maison s'est effondrée. Donc, elle est couverte de gravats. Elle peut pas bouger. Donc, elle reste là. 2 jours plus tard, on arrive avec les sauveteurs français. On essaie de déblayer. Et finalement, on a réussi à extirper cette femme des gravats. Elle est sortie avec le bébé encore dans son sein. Mais quand elle est sortie, les sauveteurs ont vu que le bébé ne respirait plus. Donc le bébé est mort dans son sein et elle n'était pas au courant, elle continuait d'allaiter son bébé. 2 événements, l'un avec une issue positive et l'autre avec une issue négative, mais tout cela témoigne de ce que l'on a vu, de ce que l'on a observé, de ce que l'on a compris de ce grand événement qui a frappé Haïti en 2010. Et nous le savons maintenant, pratiquement 20 ans plus tard, le pays n'est pas reconstruit physiquement, mais surtout, les gens ne se sont pas reconstruits. Les gens n'ont pas beaucoup appris. Et aujourd'hui, encore si un tremblement de terre de cette magnitude, 7.3 ou 7.5, devait encore frapper Haïti, on aurait la même quantité de morts, sinon plus, parce que les gens n'ont rien appris. Donc, on a compris que, alors que de nombreuses habitations modestes se sont effondrées, d'autres édifices gouvernementaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, des constructions un peu plus solides, comme le Palais national, on en a parlé, le ministère des Finances, le ministère des Travaux publics, le Palais de justice, l'École normale supérieure. Ben, ces bâtiments, eux aussi, ont subi beaucoup de dommages. Le siège de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, à l'époque, a également en partie été détruite. Ce siège était l'hôtel Christopher, dont les fondations faisaient l'objet d'une remise aux normes de l'ONU. Le plus grand hôtel de la ville, l'hôtel Montana, a également été détruit par le tremblement de terre. Tremblement de terre 12 janvier, ça, l'y cassé tout un pays. Toute infrastructure écrasée, en tout cas les essentiels. Institutions yo tombées. République là même ébranlée. Ça vient de la cause élection législative qui était prévue faite 28 février à 3 mars 2010 yo vin annulé.
Gouvernement Préval Belle-Rive là, pral programmer élection générale dans date 28 novembre 2010. Pour premier tour, 20 mars 2011 pour deuxième tour. Élection sa yo pral provoquer en bouche l'ouvri entre Patrick Moussignac avec ça pral faire quitter Radio Caraïbe pendant plus passé 3 mois, d'où notre prochain épisode, La brouille avec Caraïbe. Voilà ce qui met un terme à ce 3e épisode. J'espère que le contenu vous a plu. Retrouvez le prochain lundi, midi, heure d'Haïti. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, c'est selon. Et comme aime à le dire Laurent Sadou, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Travaillons tous à la beauté des choses. Salut à tous. Ce podcast est désormais disponible sur notre site internet ijcgroup.com et sur nos pages YouTube et Facebook à l'adresse IJC le podcast ou Stéréo 1804, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 3 de la saison 1 IJC, le podcast.